Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Diasporama. Diasporama aujourd'hui à partir de Paris, en présence du docteur Naoufel Brahim El-Mili. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Brahim El-Mili, pour votre Diasporama du jour, où nous allons faire plus ample connaissance avec vous. Vous intervenez souvent dans les médias algériens et français sur les questions politiques et sur l'histoire. Alors, pour vous présenter, on va dire que vous êtes docteur en sciences politiques. Vous avez même été enseignant à l'IEP de Paris, l'Institut des études politiques. Vous êtes historien également, spécialiste dans les relations France-Algérie, pour lesquelles vous avez consacré des livres à l'occasion des 50 ans, 50e anniversaire de l'indépendance. Donc, France-Algérie, 50 ans d'histoire secrète, avec comme sous-titre tout ce qu'on n'avait pas osé écrire. Donc, vous avez publié en 2 tomes aux éditions Fayard. Tout récemment, France-Algérie, 60 ans d'histoire secrète, toujours aux éditions Fayard. Un autre livre consacré au défunt président Bouteflika, Histoire secrète de la chute de Bouteflika, et puis bien plus avant, Le printemps arabe, une manipulation sous forme d'interrogation, n'est-ce pas? Alors, vous êtes né à Tunis, grandi en Algérie, vous résidez en France depuis une trentaine d'années à peu près, c'est cela à peu près, hein. Je sais que vous avez résidé peut-être dans d'autres pays, puisque votre défunt père était ambassadeur, donc j'imagine que vous avez aussi beaucoup voyagé. On y reviendra tout à l'heure. Mais j'ai envie de dire que vous êtes né, l'histoire de votre famille vous a un petit peu conduit, malgré vous peut-être, à faire des études de sciences politiques, à vous intéresser à l'histoire, Naoufel. Est-ce qu'on peut dire que que vos 2 grands-pères sont d'illustres personnalités de l'histoire et de la révolution algérienne, à savoir Cheikh Al-Arbi Tbessi et Cheikh Mohamed Mbarak El-Mili? C'est déjà plus compliqué que ça, parce que juste après mon bac, j'ai ma famille qui ont dit on en a marre des choses littéraires, mais ils ont voulu faire de moi un ingénieur. Ah. Oui. Donc, c'est comme ça que je me suis trouvé pendant 3 années en essayant de faire un ingénierat en aéronautique à Londres. Oui. C'était pas trop mon truc. Voilà, c'est parce qu'il fallait, ce qui m'a traumatisé, il fallait souvent dériver le sinus hyperbolique. Même maintenant, je ne sais pas ce que c'est. Alors, le dérivé, c'est un autre sujet. Bon. Et ensuite, j'ai quitté Londres, j'étais venu à Paris où je m'étais inscrit à Dauphine pour faire des sciences économiques. Bon, ça s'est rapproché des choses littéraires parce que les sciences économiques, comme chacun sait, ce sont des sciences molles, ce ne sont pas des sciences exactes. Et après, à l'époque, il y avait la maîtrise, c'était l'ancien système. J'ai fait Sciences Po à l'école doctorale, c'était le 3e cycle et le doctorat, et ça m'a passionné parce que c'est l'avantage de ce type de formation, c'est qu'on on apprend à organiser une réflexion. Oui. Voilà. Donc, mon vrai chantier, c'est là où j'ai passé 6 mois en Égypte pour travailler sur mon doctorat, puisque j'ai fait un doctorat en sociologie politique sur les hommes d'affaires égyptiens comme corpus social. Et j'étais parti du principe que l'Égypte pour l'Algérie, c'est toujours une avant-garde. L'Égypte a commencé par le socialisme, l'Algérie a suivi. L'Égypte a commencé par l'Infitah, l'Algérie a suivi. Sachant qu'à Sciences Po, il est fortement déconseillé, pour ne pas dire qu'il est quasiment interdit, de travailler sur son pays d'origine. Ah oui. Donc, voilà. Ah oui. Donc, comme j'aime bien faire les comparaisons, et pour moi, les comparaisons les plus intéressantes, c'est les comparaisons par différence. Les comparaisons par ressemblance sont un peu ennuyeuses. Ça n'interpelle pas. Mm-hmm. Donc, c'est à travers l'Égypte où j'ai mieux compris les mécaniques de l'infitah. En Algérie, on n'a pas appelé ça l'infitah, on appelait ça, il y a différentes appellations non contrôlées, on appelait ça les réformes. Et sur
Voilà. Et sur ce mot réforme, je retiens l'excellente formule de Merbah Rabbi Rahmou. Il a dit en arabe, il a dit هذه ماشي إصلاحات هذه إصلاحات. Oui. Oui. Avec Donc, le résultat que l'on connaît maintenant, en Algérie, on parle de réformes comme si c'était une expérience qui a déjà réussi. Ça s'aurait su peut-être, vraisemblablement. oui, oui. Donc voilà, et depuis un certain nombre d'années, bon, bien sûr, j'ai fait un premier livre sur le printemps arabe parce que c'était une dynamique intéressante. Et comme c'était mon premier livre, et en France, j'imagine en Algérie, c'est pareil, le titre appartient à l'éditeur parce que mon titre qui a été retoqué par l'éditeur, c'était Pas de printemps pour les Arabes. C'était un peu plus provocateur, oui. Oui, tout d'abord, j'adore Hitchcock. Et ensuite, ça n'avait rien de spontané. Et l'exemple le plus flagrant, c'est la Libye. Et quand maintenant on parle de la révolution tunisienne, de la réussite, bon, je vais faire court et être un peu provocateur. La révolution tunisienne a réussi parce qu'un coup d'État a échoué. Et à partir de là, on a construit une narration pour dire, voilà, le vent de la démocratie souffle sur le monde arabe, et notamment sur Al Jazeera, et il y a ce que j'appelle ici en français et ailleurs les jasminologues, des gens qui sont devenus spécialistes dans la science du jasmin, allusion à la révolution de jasmin en Tunisie. Ils ont voulu faire croire que les Arabes sont des gens normaux et qu'ils sont démocrates du jour au lendemain. Quitte à être provocateur, pour moi, la démocratie nécessite une évolution darwinienne. Quand c'est accéléré, ça donne le maïs transgénique qui n'est pas très bon pour la santé. D'accord, d'accord. Vous êtes assez, enfin, je ne veux pas dire révisionniste, mais vous remettez souvent en cause, d'ailleurs, puisque vous en parlez, on peut le dire, la spontanéité des révolutions, que ce soit dans les pays arabes ou même en Algérie par rapport au Hirak. Donc, vous remettez un petit peu en cause la spontanéité des révolutions, même si, effectivement, on doit toujours répondre à un appel, quelque part. Par un guide, par un mouvement, par une organisation. Donc, effectivement, la spontanéité au sens où on sort dans la rue par télépathie, voilà, c'est peut-être un peu utopique de le penser, mais à chaque révolution, effectivement, c'est ces instigateurs, M. Brahim. J'ai tendance à être cynique, donc je m'élève contre le romantisme BA qui décrypte les mouvements sociaux. Quand on fait le décryptage d'un mouvement social, il n'y a pas de romantisme. Ça a marché il y a 2 siècles chez Goethe. Il en a fait de très bons livres. Et depuis, ça n'a plus marché. Oui. Donc, il y a la construction de cette narration qui est romantique, que les gens, bien sûr, les gens sont épris de liberté, il y a des fondamentaux. Le printemps arabe, bon, bien, il y avait dans le hit parade des dictateurs de grosse pointure. Ben Ali, Kadhafi, bon, c'était pas rien. Ils ne pouvaient pas durer. Mais oui. Toujours est-il, quand on voit la plus grosse manifestation en Tunisie, c'était 5000 personnes devant le ministère de l'Intérieur et il n'y avait pas grand monde sur les barricades. Et en Libye, quand ça a commencé à Benghazi, 6 heures après, on a sorti des millions de drapeaux libyens du roi Idriss. Comment ces drapeaux sont venus? Sachant que les Libyens ne sont pas de très grandes couturières. Comment vous pouvez dire ça? Attention, peut-être il va y avoir un mouvement des couturières libyennes qui va riposter et nous prouver le contraire.
Alors, Naoufel Brahimi Mili, j'ai dit au début de cet entretien, vous intervenez à partir de Paris, quelques jours après les dernières élections présidentielles qui ont réélu le président sortant Emmanuel Macron à 58,5% contre Marine Le Pen, 48,5%. Quel est d'abord votre commentaire sur cette réélection? Et j'aimerais connaître, bien entendu, cette question, les répercussions de cette réélection sur les relations en France-Algérie que vous connaissez bien. D'abord, votre commentaire et analyse. Oui, c'est une réélection sans surprise. Il n'y avait qu'une seule inconnue, c'était le différentiel du score entre celui de Macron et celui de Marine Le Pen. Bon. Marine Le Pen a gagné 1,2 million de voix par rapport à 2017, ce qui représente que le Rassemblement national, parce qu'il ne faut plus dire Front National, a encore des bastions. Ça s'est consolidé. J'ai suivi la campagne de Marine Le Pen. Marine Le Pen, techniquement, a fait une très bonne campagne de proximité. Et Marine Le Pen a eu une chance qui s'appelle Éric Zemmour. Éric Zemmour, de par sa radicalité, sa brutalité, il a fait passer Marine Le Pen comme si elle était l'héritière spirituelle de Rosa Luxembourg ou de Simone de Beauvoir. Donc, il a rendu fréquentable. Parce qu'il faut se rappeler, l'automne dernier, fin de l'automne, début de l'hiver, la violence des propos d'Éric Zemmour. Quand il parle du grand remplacement, le grand remplacement, c'est une invention des néo-nazis américains qui parlent de génocide blanc, où ils disent que les États-Unis d'Amérique bientôt sera peuplé que par d'Afro-Américains. Donc, et son grand projet, c'était un ministère de la remigration. La remigration, ça s'est déjà vu dans l'histoire. Ça s'appelle soit purification ethnique, oui, soit déplacement massif des populations. Donc, il fait référence aux moments les plus sombres de l'histoire. Est-ce que vous êtes inquiet quant à la montée de l'extrême droite en France? Est-ce que ça vous inquiète? C'était la première fois depuis Vichy où, si on calcule les sondages et les élections d'hier, l'extrême droite a dépassé les 40%. Depuis le gouvernement de Vichy, il n'y avait pas eu ça. Mmh. Et en plus, la mesure n'est pas très, comment dirais-je, très précise, parce qu'hier, il y a eu un très fort taux d'abstention. Et oui, ce qui est curieux, là j'ai tendance à expliquer, c'est que l'abstention devient de plus en plus l'expression curieuse d'un vote de la colère. Oui. On renvoie dos à dos Macron et Marine Le Pen, qui n'ont pas du tout le même projet, et on exprime un vote de la colère en partie à travers l'abstention. J'avais écrit il y a plusieurs mois, parce qu'il y a une chose en France, bien sûr, on dit le pays des droits de l'homme et des choses comme ça, ce que les Égyptiens appellent Kalam Errani. La démocratie française commence à être très fatiguée. On voit bien avec l'effondrement des deux grands partis à gauche et à droite, effectivement, c'est un signe de faiblesse, grand signe de faiblesse. Ça a commencé en 2005, quand le référendum pour la Constitution européenne a été recalé. En 2008, on a modifié ça en traité. Oui. Et surtout dans le quinquennat de Macron, ce qui a permis à des gens comme Zemmour de percer, on a passé 2 années sans débat politique. Le débat, c'était les masques, les vaccins, le pass vaccinal. Il n'y avait pas de débat politique. Ensuite, il y a eu Zemmour avec ses fulgurances ahurissantes qui a percé, mais dès le début, Zemmour, je n'y croyais pas parce que j'ai retenu une très belle expression d'un observateur français dont j'ai oublié le nom. Sur Zemmour, il a dit « Les Français aiment la nouveauté mais n'aiment pas le changement ». Mmh.
Oui. Donc, il a ramené une nouveauté, bon, qui n'a pas duré, qui s'est heurtée à sa radicalité outrancière. Donc, depuis 2005, où la démocratie française commençait à être fatiguée à cause de la Constitution européenne, et ensuite, avec François Hollande, il a fait l'euthanasie de la démocratie française, c'est-à-dire il a passé son temps à se tirailler avec son propre camp, avec les frondeurs. Et là vient Macron qui n'a jamais croisé un électeur et il devient président de la République. C'est un peu exagéré quand même. Quand vous dites qu'il n'a jamais croisé un électeur. Oui, ça veut dire qu'il n'a jamais eu un mandat électif. Son premier mandat, c'était président de la République. Oui, dans ce sens, oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Sachant quand on voit l'histoire de la 5e et même 3e et 4e République, hormis le général de Gaulle, qui a une autre dimension historique, tous les chefs d'État ont été soit maires, soit députés. Tout à fait. Tout à fait. Mais par contre, vous croyez en lui, Naoufel Brahimi, vous dites que les grandes avancées avec l'Algérie ne pourront se faire que si Emmanuel Macron est réélu. Vous croyez beaucoup en lui dans le futur des relations Algérie-France. Est-ce que, par exemple, bon, je pense qu'avec Marine Le Pen, oui. Je me demande si on peut trop y croire. Mais à part Emmanuel Macron, est-ce que vous pensez, par exemple, que si Mélenchon avait été, est-ce qu'avec Mélenchon, il y aurait eu aussi un espoir vous voyez ce que je veux dire? Ou c'est vraiment Emmanuel Macron, à lui seul, qui porte cette responsabilité du développement des relations entre les deux pays, notamment avec le rapport qu'il a confié à Benjamin Stora, la feuille de route proposée par Benjamin Stora, à son initiative. Je vais répondre. Je ne crois pas en lui. Je crois en la liberté qu'a un président de la République lors de son second mandat. Je m'explique. Jacques Chirac, quand il avait son second mandat, il était clair qu'il n'allait pas faire de troisième. Et là, il a initié le traité d'amitié. Il était prêt à aller jusqu'à demander pardon. Et le traité d'amitié, puisque j'ai travaillé dessus, c'est un projet plus global. Il y a un volet économique, un volet mémoriel, mais Jacques Chirac a été trahi par sa propre majorité. Quand ils ont fait voter la loi de février 2004 qui reconnaît les bienfaits du colonialisme. Maintenant, avec la Constitution française, Macron, c'est son second mandat. Il ne peut pas faire un troisième. Il peut revenir en 2032 ou 2035, je ne sais plus compter. Donc, le pardon, la normalisation des relations entre la France et l'Algérie ne peut être un sujet de second mandat. Donc, pourquoi? Parce qu'il a déjà été un sujet de premier mandat? Oui. On n'y revient plus? Non, déjà, c'est un chantier inachevé. Déjà, il a commencé le chantier mémoriel avec la feuille de route qu'il a donnée à Benjamin Stora. Mais c'est un chantier inachevé. Et là, ce qui m'a frappé, puisque j'étais en direct sur une chaîne d'opinion CNews pour ne pas la nommer, et c'était la journée des rapatriés français. C'était un événement franco-français. Il les a reçus à l'Élysée. Il a fait un discours avec des envolées lyriques, mais à aucun moment, il n'a utilisé le mot OAS, sachant que du côté français, le drame des rapatriés français, l'OAS en était la cause principale. Et là, il n'a pas cité l'OAS, sachant que l'OAS a tenté à plusieurs reprises d'assassiner le président de la République, qui était le général de Gaulle. Ce n'est pas un fait divers. Quelconque. Donc, le fait, c'est-à-dire là, et en plus, quand il a progressé dans son chantier mémoriel, il y a eu la comète Éric Zemmour. Et c'est en ce moment-là où Macron s'est laissé entraîner à courir dans le couloir d'Éric Zemmour. Donc, c'est un chantier qui est inachevé. Quand vous dites courir dans les couloirs d'Éric Zemmour, qu'est-ce que vous voulez dire par là?
C'est la réunion du 29 septembre 2021 à l'Élysée où il dit « Existe-t-il une nation algérienne ?» Déjà, c'est du négationnisme. Poser la question et y répondre. Oui. Et ensuite, il parle de rente mémorielle. Ce qui, du côté algérien, on appelle ça la légitimité révolutionnaire. Il réduit ça à la rente mémorielle. Bon, bien sûr qu'il y a eu une crise. L'ambassadeur d'Algérie a été rappelé pendant 3 mois. Et quand on voit pourquoi la présidence avec Macron, c'est compliqué. Depuis que l'Algérie est indépendante, il n'y a eu que 3 rappels d'ambassadeurs pour consultation. Le premier appel pour ambassadeur, c'était au temps de Boudiaf, quand Mitterrand a dit l'arrêt du processus électoral est une faute. Il a dit exactement il faut reprendre au plus vite le chemin de la légalité. L'Algérie a rappelé, on était dans un contexte les débuts du terrorisme. Et ensuite, sous Macron, il y a eu un premier appel d'ambassadeur qui était Salah El-Bdewi suite à un documentaire sur France Télévisions. Et là, il y a eu le rappel qui a duré 3 mois. Pour un quinquennat, faire 2 rappels d'ambassadeurs, ça veut dire qu'il y a un climat. Mauvais climat. Pour vous dire que je crois en Macron, non. Je fais le pari que Macron, dans son second mandat, où il n'aura plus rien à perdre, il pourrait être transgressif. Et il peut dire, parce que c'est le premier président français qui est né bien après la guerre d'Algérie. Oui. Les autres sont connus. Nicolas Sarkozy, il a raconté dans un de ses livres où il a consacré 1,5 paragraphe à l'Algérie. Il a dit, avec Bouteflika qui lui parlait de la révolution algérienne, lui dit « Monsieur le Président, j'avais 7 ans quand les accords d'Évian ont été signés. François Hollande, c'est plus compliqué que ça, puisque son père, qui est un médecin à Oran, était un sympathisant OAS. Donc, c'était compliqué. Et là, lui, il est affranchi. Donc, je fais le pari qu'il peut être transgressif comme il sait l'être. Et s'il ne fait pas ça, on va perdre beaucoup de temps. Le chantier restera inachevé encore. Nous n'allons pas faire de grandes avancées durant ce second mandat de Macron. Il a fait ça par tâtonnement. Or, un chantier mémoriel, c'est de le traiter dans sa globalité. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faille aussi, le traiter mais vraiment en binôme? Il y a Benjamin Stora qui a délivré un rapport, la partie algérienne ne l'a pas encore fait. C'est quelque chose qui doit être travaillé de concert quand même. Vous ne trouvez pas qu'il y a un déséquilibre dans la démarche pour rétablir les relations tumultueuses, passionnelles, passionnées? Il n'y a pas un déséquilibre. Parce que quand Macron a donné la lettre de mission à Benjamin Stora, il n'a consulté personne. C'était une décision souveraine que peut prendre un président de la République. Donc, il a fait pour son électorat. Oui. Et sur les avancées, il y a eu des tâtonnements. Et ensuite, dans le Benjamin Stora, il y a des préconisations qui sont symboliques, mais je ne perçois pas beaucoup l'utilité. Faire la statue de l'imam Abdelkader au château d'Amboise, qui a été profanée, est-ce que c'est la priorité? Symbolique. Oui, c'est symbolique. C'est symbolique. Il était l'endroit où il était emprisonné. Oui, mais est-ce que c'est la priorité? Or, peut-être pas, mais il faut bien. Oui, bon. Oui, voilà. Donc, c'est peut-être plus facile. C'est peut-être plus facile et plus rapidement réalisable que des lois ou autre chose. Ce que Macron a fait dans son chantier mémoriel, c'est comme les peintres impressionnistes. Il a fait ça par petites touches. Il faut prendre du recul pour voir est-ce que le tableau final aura de la gueule ou pas, pour parler jeune. Hein. Pour le moment, on ne sait rien. Il n'y a que des petites touches éparses. Donc, ça reste inachevé.
Très bien. Alors, Naoufel Brahimi Mili, dans un contexte toujours d'actualité, quelle analyse faites-vous de la guerre en Ukraine et surtout comment voyez-vous son dénouement? Votre avis nous intéresse et votre analyse aussi. En peu de temps. Hein. Oui, très peu de On pourrait temps, en bien parler sûr. des heures, mais Oui. voilà. C'est une guerre qui était prévisible. Mhm. Depuis 2005, il y avait la sous-secrétaire d'État américaine, dont j'ai oublié le nom, qui avait reconnu des années plus tard avoir donné 500 millions de dollars pour la révolution de Maïdan. Et depuis, surtout 2015, les États-Unis et la Grande-Bretagne, plus particulièrement, ont commencé à entraîner, à armer l'armée ukrainienne. Mhm. Il y a eu les accords de Minsk II en Biélorussie, qui étaient une base de négociation. Les accords de Minsk II ont été validés par le Congrès américain, ont été validés par l'ONU et ont été validés par l'Union européenne. Sauf qu'en 2019, le gouvernement ukrainien a fait voter une loi qui dit que les accords de Minsk II n'ont aucune valeur juridique. Et on a mis les sanctions sur la Russie et pas sur le gouvernement ukrainien. Donc, moi, j'appelle cette guerre, comme on dit dans le monde du renseignement, un délit provoqué. Et quand on voit, bien sûr, c'est une invasion, il y a la terminologie du côté russe, on parle d'opération spéciale. Ça m'a rappelé la guerre d'Algérie où on parlait de maintien de l'ordre, des événements d'Algérie. Bon, ça fait partie de la rhétorique. Et quand on voit les forces en présence, je ne suis pas expert, je n'ai pas fait mon service militaire. Quand on voit les forces en présence, en gros, il y a 150 000 soldats russes, en face 150 000 soldats ukrainiens entraînés. Et à partir du 12e jour, on parle de la déroute de l'armée russe. Ce que je sais, parce que j'avais étudié mai 2003, l'invasion américaine en Irak. Entre la coalition, il y a eu presque 400 000 soldats. L'armée irakienne était inexistante. Et quand Saddam Hussein a été arrêté et pendu, je me souviens de cette scène Bush président, Bush fils, sur un porte-avions, il dit mission accomplie. Est-ce que c'est une réussite? En 2015, il y a eu Daesh, ce sont des terroristes, mais qui militairement ont lancé 2 batailles sur 2 fronts inversés. Donc, ce n'est pas une réussite. Et là, on parle de l'armée américaine avec les 400 000 soldats de la coalition, 390 000 pour être précis. Donc, et quand on voit ensuite, parce qu'à partir du moment où il y a une invasion, on rentre dans une logique de guerre de partisans. Ça ne peut que durer. Et les conséquences vont être des conséquences d'abord économiques pour l'Europe. Et pour l'Algérie, alors, comment vous voyez les conséquences de cette guerre? Pour l'Algérie, comme pour beaucoup de pays, en premier lieu l'Égypte, qui est un importateur net de blé, il y aura un surcoût. Pour l'Algérie aussi, est un importateur. Pour l'Algérie aussi, parce que le premier importateur de blé, c'est l'Égypte. En Afrique, ensuite vient l'Algérie. Il y aura ce type de conséquences, comme partout sur le monde. Et uniquement économique, uniquement sur les produits qu'on importe, notamment les produits alimentaires, vous ne voyez pas d'autres conséquences sur le plan politique, militaire? Sur le plan politique, le fait que l'Algérie se soit abstenue lors du vote de l'ONU, tout d'abord, l'Algérie n'était pas le seul pays, même le Sénégal, allié historique de la France, s'est abstenu. Le Maroc s'est abstenu par calcul. L'Égypte s'est abstenue. Les pays du Golfe se sont abstenus. Et cette abstention laisse un certain pouvoir de médiation, parce que tous les conflits vont se terminer par des négociations. On ne sait pas comment. L'Afghanistan, ça a duré 20 ans. Ça s'est terminé par les négociations en 2018 à Doha sous les derniers mois de la présidence Trump. Ouais. Ça va se terminer. Donc, les pays qui se sont abstenus, tout d'abord, ça leur laisse… Vous approuvez cette décision? Oui,
parce que c'est une guerre qui est provoquée. Et là, au moment où on parle, on est en 2022, Joe Biden, président des États-Unis, il lui reste 2 années dans son mandat, il ne va pas faire un autre. Le mois le mois de novembre prochain, il y aura les élections midterm. Selon les sondages, les républicains vont l'emporter. Donc, il va passer les 2 prochaines années de sa présidence, pour parler jeunes, à pourrir la vie de Poutine. Donc, ça ne va pas s'arranger. Il y aura ce genre de conséquences-là. Bon, les lendemains ne sont pas très, très roses, Naoufel. Et bon, nous espérons bien sûr un dénouement de ce conflit et cette crise qui vient s'ajouter à une crise sanitaire et crise économique et voilà, superposition de crises depuis quelques années. On espère bien sûr un dénouement de tout cela, et bien entendu pour tous. Alors, j'aimerais revenir à vous, Naoufel Brahimi Mili, sur un plan un peu plus personnel, parce que tel est le but aussi de Diasporama, c'est de faire connaître nos invités et leur donner bien sûr la possibilité de s'exprimer, d'entrer en lien avec le spectateur algérien où qu'il soit. Alors, je l'ai dit au tout début de cette visio-interview, que vous êtes né dans une famille qui a une forte charge historique, révolutionnaire, politique. Je rappelle que vous êtes le petit-fils à la fois de Cheikh Larbi Tbessi, qui a été membre influent et président de l'association des Ulama, également du côté de votre défunt père, Cheikh Barak Mili. Vos parents ne sont pas en reste d'une histoire et d'un passé glorieux, j'ai envie de dire, puisque votre défunt père était ministre, journaliste, ambassadeur, Mohamed Mili, et votre maman, que j'ai eu le grand plaisir de rencontrer, qui est notre aînée à nous toutes, journaliste, a été une des toutes premières femmes journalistes à la radio algérienne, journaliste arabophone, me disait-elle. Que Dieu lui prête longue vie à Zeynep El Mili Tbessi. Voilà. Alors, vous êtes né, c'est là où je fais le lien avec le début, donc vous êtes né dans cette famille qui a une forte charge historique, révolutionnaire et politique. Et on comprend aujourd'hui que même si on vous a envoyé faire de l'aéronautique ou des choses comme cela, ça ne pouvait pas prendre. Ça ne pouvait pas prendre puisque, ben voilà, vous avez baigné là-dedans. Quel legs, si vous deviez le dire en quelques phrases, quel legs vous a-t-on laissé de tout cela et de vos différentes vies en Algérie, Tunisie, France, j'imagine peut-être un peu en Grèce où votre père était ambassadeur. Alors, voilà, quel legs vous ont laissé vos grands-parents et parents? Ils ont laissé le legs habituel parce que dans l'histoire des mouvements de pensée, il n'y a que 3 déterminismes. Il y a le déterminisme économique de Karl Marx, je n'y crois pas. Le déterminisme sexuel de Freud, je n'y crois pas. Mais le déterminisme social de Bourdieu, j'y crois. Parce que c'est la transmission du capital social. Et ensuite, bon, j'ai grandi dans une Algérie qui était ce que j'appelle l'Algérie glorieuse, où il y avait un enthousiasme, il y avait un enthousiasme révolutionnaire, bien sûr. Il y a eu des erreurs tactiques et autres, mais à l'époque, les erreurs du gouvernement étaient faites dans une pureté révolutionnaire. Il y a toujours eu des calculs. La conviction. Oui, il y a toujours eu des calculs. Boumedienne, qu'on le veuille ou non, il a liquidé des opposants. Il a liquidé physiquement des opposants. Et ça reste dans l'histoire. On ne peut pas faire abstraction. Maintenant, les raisons, mais il y avait cette dynamique-là. Ensuite, bon, bien sûr, j'étais très passionné. Mais vous, à titre personnel, justement, ma question, c'était ce que vous ont transmis vos grands-parents et parents concernant l'histoire, la Révolution, et qui a peut-être façonné aujourd'hui le docteur en sciences politiques que vous êtes et l'analyste politique et historien que vous êtes. Est-ce que ça vous donne, par exemple, vous travaillez sur l'actualité, vous écrivez sur l'actualité et l'histoire entre l'Algérie et la France, est-ce qu'il vous intéresserait, par exemple,
je vais aller plus loin dans ma question, de revenir sur un passé un peu plus lointain, écrire l'histoire de vos grands-parents, par exemple. Je pense à Cheikh Larbi Tbessi, qui a une histoire glorieuse, mais une fin tragique. Bien entendu, votre autre grand-père, Barak El-Mili. Est-ce que vous allez revenir à travers eux, raconter l'histoire secrète, entre guillemets, puisque tels sont en général vos titres de livres d'histoire? Je ne l'exclus pas. Juste, bien sûr, Cheikh Barak El-Mili ou Cheikh Larbi Tbessi, je ne les ai pas connus. Hein. Mais sur Cheikh Barak El-Mili, une anecdote. Tout d'abord, c'était le premier Algérien à avoir écrit l'histoire de l'Algérie en arabe. El-Jazair Abra Tarikh. Et à l'époque du vivant de mon père, il avait quelques relations. Il a tout fait pour traduire son livre en français. Ça n'a jamais été fait. Pourquoi? Il y avait... on était dans les années Bouteflika. Et pour Bouteflika, lui était dans une logique de Zoui. Il a mis les ulémas dans un angle mort. Vous dites Zoui, c'est le pluriel de Zawiya. Oui, oui. Voilà. Nous, on appelle ça Zoui. Voilà. Donc, il avait mis les ulémas dans un angle mort. C'était une volonté politique. C'est parce que ne pas traduire un livre, or, à l'époque, vous le savez très bien, le ministère de la Culture subventionnait les livres. Il y a des éditeurs qui gagnaient de l'argent en imprimant des livres avant qu'il n'y ait des lecteurs. Il y avait une politique de subvention. Même avec ça, ça n'a pas été le cas. Donc, voilà. Vous pensez qu'aujourd'hui, c'est possible de traduire? Oui, aujourd'hui, c'est possible de traduire. Voilà. Est-ce que vous pouvez porter ce projet, par exemple? Oui, aujourd'hui, c'est possible de traduire. Et surtout, ce qui m'interpelle, parce qu'il y a une expression que je n'ai pas compris. Et quand je ne comprends pas, je deviens nerveux. On parle de Badissia Novembria. Oui. C'est un mot valise qui m'échappe. Je ne vois pas ce que ça veut dire. Ce sont deux mouvements qui n'ont rien à faire et on veut rassembler pour décrire quelque chose qui n'existe pas. Donc, à travers des mots valises, on fait la gestion des fantasmes provoqués. Donc, oui, comme un besoin de coller des étiquettes sur tout, quoi. Oui, mais il y a un minimum de bon sens. Ça m'arrive de coller des étiquettes, mais il faut qu'il y ait de la vraisemblance. Est-ce que vous écrivez un livre en ce moment, Naoufel? Est-ce que vous êtes sur un livre actuellement? Quelqu'un pouvait nous le dire oui, en avant-première. En ce moment-là, j'essaye, là j'ai un problème d'éditeur, j'essaye d'écrire un livre parce que pour moi, ça donne un éclairage. C'est sur la relation Iran-États-Unis. Très court. Le point de départ, c'est les otages américains à Téhéran. Leur détention a duré 444 jours. Ils ont été libérés grâce à l'habileté de la diplomatie algérienne. Et sans cette prise d'otage, il n'y aurait pas eu de guerre Irak-Iran. C'est Brzezinski, le conseiller à la sécurité de Carter, qui l'a écrit en 92-93. Il a même développé une théorie. Il a dit on a voulu faire une guerre et deux vaincus pour affaiblir l'Irak et affaiblir l'Iran. Sans la guerre Irak-Iran, il n'y aurait pas eu l'invasion du Koweït par les soldats irakiens. Sans l'invasion du Koweït, il n'y aurait pas eu la présence des soldats américains de manière massive sur les terres saintes, ce qui a donné un second souffle à Ben Laden. Et après, il est devenu un opposant, il s'est réfugié au Soudan. Et bien sûr, on connaît après les œuvres complètes de Ben Laden. Donc, c'est une matrice narrative, comme disent les historiens. Et à terme, c'est mon intime conviction, quand je dis à moyen long terme, je ne sais pas quand, le monde arabe sera dirigé par les trois puissances régionales non arabes, Turquie, Israël, Iran. Déjà, Israël a transformé les Émirats arabes unis en porte-avions fixe pour faire face à la menace iranienne. Mais les Iraniens
quand on voit dans l'histoire de l'Iran, les Iraniens n'ont gagné aucune guerre, mais ils ont gagné toutes les négociations. Ils vont finir par négocier. C'est des pragmatiques, tôt ou tard. Je pense qu'ils vont normaliser avec Israël, quitte à payer le prix, lâcher le Hezbollah. Pour le moment, ça semble exclu, mais ça sera mis sur la table. Et, la Turquie, qui est une puissance régionale, avec ce que j'appelle la politique d'Erdogan, je la qualifie du logiciel ottoman. Il a un logiciel ottoman. Donc, et on a les États-Unis qui ne font plus de conflits directs. Les États-Unis, ils gèrent les conflits en mettant des pays dans une situation de sous-traitance. On voit maintenant en Ukraine, je ne sais plus quel humoriste a dit, les Américains sont prêts à défendre l'Ukraine jusqu'au dernier Européen. Oui. Voilà. Donc, donc, comme on est dans une situation de sous-traitance, trouver un sous-traitant turc, iranien, israélien, ça les décharge. Nous verrons l'avenir s'il vous donnera raison ou pas. Mais quand je dis à moyen long terme, vraisemblablement, ce ne sera pas mon but. Mais ça fait partie des tendances lourdes. Oui, bien sûr. Bien sûr, on peut. Voilà, c'est votre projection, votre prospective. Donc, à vous. À ce moment-là, je suis en train de travailler sur le côté iranien parce que c'est un pays qui mérite d'être étudié sans aucune passion. C'est faire un constat clinique froid. Oui, L'Iran, la puissance, elle n'est pas négligée, bien sûr. L'Iran n'est pas une dictature classique. La notion d'état de droit reste encore très jeune, mais les Iraniens sont pragmatiques. Et là, ça reste une civilisation à une profondeur géopolitique. Et quand on voit comment les Iraniens, qui avaient pendant des années les deux frontières les plus bizarres, l'Afghanistan et l'Irak, ils se sont très bien sortis. Oui, tout à fait. Naoufel Brahimi El-Mili, nous arrivons presque à la fin de notre entretien. Il a un côté encore plus personnel qu'on aimerait connaître chez vous. Hein. Nous terminons toujours nos visions entretien par, puisque un des principes de Diasporama, c'est de vraiment connaître la personnalité des Algériens du monde. J'aimerais connaître vos goûts culinaires. Naoufel Brahimi El-Mili, vos goûts culinaires, musicaux, littérature et cinéma. Alors, qu'est-ce que vous mangez chez vous? Quel est le plat que vous préférez le plus, hein? Ou quel type de cuisine préférez-vous le plus? Mon plat préféré qui devient une denrée de plus en plus rare, c'est le mziyet. Alors, qu'est-ce que c'est? Le couscous fermenté. Oui. Quand on le cuisine, il y a une odeur, c'est Tchernobyl en miniature. Et moi, je l'appelle ça le caviar des Arabes. C'est un couscous fermenté. Bon, ça se trouve dans l'Est algérien, ce n'est pas très répandu. Et il y a de moins en moins de familles qui font ça. Oui. Maintenant, l'Algérie est devenue un pays normal. On a une génération picard partout dans le monde. Hein. Oui. Voilà. Donc, c'est une variété de couscous, c'est ça? Oui, oui. Une spécialité de l'Est, fermentée. Alors, oui, dites mziyet. Si ça s'appelle mziyet, c'est qu'il doit être très huileux, c'est ça? Hein? Avec une sauce, avec de la viande, des légumes? Avec la sauce, la viande, déjà à 2 cuillères, on arrondit à 6000 calories. Hein. D'accord, je m'en doutais bien. Voilà, le ziyet. Alors, très bien. Alors, musique, qu'est-ce que vous écoutez, Naoufel? Qu'est-ce que vous écoutez chez vous ou dans votre voiture? Les musiques, j'adore les chansons à texte. Oui. Bien sûr, il y a en arabe, il y a de très beaux textes chantés par Kelsoum, mais surtout, il y a un chanteur qu'on oublie, c'est Mohamed Abdel Wahab. Son texte, c'est le Karnak.
Et c'est lui qui a, la première fois où il a exprimé le doute dans un de ses textes, والشيوخ الأزهر كفروه. Voilà, ça c'était juste avant 45, je crois. Bon, en français, il y a de très beaux textes de Léo Ferré. Maintenant, je ne connais pas les dernières tendances. D'accord. Maintenant, on fait des chansons avec 2 couplets pour que les gens retiennent ça. Mais il n'y a, plus de travail dans le texte. Hein. Oui, ça dépend. Hein. Ça dépend. Il y a peut-être qui ont leur façon à eux d'exprimer, d'écrire les textes. Les époques changent, c'est normal. Ça m'échappe. Je suis quelqu'un de très limité. Ça m'échappe. Hein. Non, mais ce sont vos goûts personnels et vous avez le droit, nous les respectons. Alors, en lecture, j'imagine des livres politiques, histoire. Il y a aussi, pour moi, il y a un très beau roman. Pour moi, ce n'est pas une lecture, c'est une activité saisonnière. Je le relis une fois tous les 2 ans. C'est Belle du Seigneur d'Albert Cohen. Ah oui, vous le relisez tous les 2 ans? Oui, c'est une histoire d'amour sombre et lugubre. Albert Cohen, il faut connaître un peu d'où il vient. Il était au BIT à Genève au moment où il y avait la SDN. Il y avait une rivalité entre le BIT et la SDN, et il décrit la SDN, Société des Nations, avec beaucoup d'humour. Et il rentre dans le personnage, il fait parler une femme de ménage portugaise, il lui fait dire des phrases sur 4 pages. Il y a des traits d'humour. Et en plus, dans son histoire d'amour, elle est sombre et lugubre. Donc, voilà. Invitation à lire, merci. C'est une belle invitation à lire. Et en cinéma, alors, vous avez le temps d'aller au cinéma ou vous regardez les films à la maison? Comment ça se passe pour vous? Vous êtes plutôt série? Non, les séries, quand je regarde, c'est pour ne pas réfléchir. Il y a un film algérien, pour moi, c'est l'un des plus grands films algériens qu'on semble oublier. C'est Noua d'Abdelaziz Tolbi. Oui. Pour moi, oui. Il sort du lot. Oui, c'est son unique film d'ailleurs, je crois. Il en a fait d'autres de qualité inégale. Ouais. Mais c'est celui qu'on retient de lui, oui, bien sûr. Voilà, mais c'est un film qui est resté méconnu. Oui. Bah, ça serait bien si on nous écoute à la télévision, qu'on le reprogramme, pourquoi pas. C'est une belle évocation, oui, c'est bien un bel hommage que vous le rendez là, Naoufel. Et puis pour terminer peut-être avec la question qu'on pose à tous nos invités, puisqu'ils sont à l'extérieur de leur pays d'origine, il y a forcément eu un départ pour ceux qui sont partis d'Algérie. Pour ceux qui sont nés à l'extérieur, c'est peut-être une autre façon, ce serait d'autres questions, mais vous avez connu ce départ et de multiples départs dans votre vie. Est-ce que vous pouvez me parler du jour du départ, le jour où vous avez quitté l'Algérie, ce que vous avez emporté dans votre valise de très cher, que vous avez peut-être encore aujourd'hui? Ah non, non. Tout d'abord, je me souviens du départ. Pour moi, c'était un déplacement. Je comptais faire mes études et rentrer en Algérie. Donc, ce n'était pas un départ, c'était un déplacement. Et ensuite, je suis resté en France par oubli, par fainéantise, peut-être. J'ai eu la flemme de rentrer. Non, bien sûr. Les contextes ont changé. Oui. À un moment donné, les contextes ont changé, la société a changé. Après, ça, c'est des choses de la vie. J'ai organisé une vie privée en France. Hein. Voilà, donc ça fait partie des choses de la vie. Hein. Donc, qu'est-ce que vous avez emporté dans votre valise? Est-ce qu'il y avait quelque chose à laquelle vous teniez vraiment ou pas? Non, ce que j'avais emporté, j'avais dans ma valise le livre dédicacé de Nizar Qabbani. Quelle chance! Voilà, il a écrit juste après la mort de son épouse.
je me souviens du titre Ashhadu an la imra'atan illa anti. Oui. Voilà. Oui. J'avais emporté ce livre-là. Il y a une chose, parce qu'il y a un aspect de la vie de Mohamed Mili, mon père, qui est très peu connu. Mohamed Mili, quand il a terminé ses études à Zitouna, il était bibliothécaire, collectionneur de livres. Et à l'indépendance, j'ai grandi dans une demeure bien vacante, bien sûr, à Fort-de-L'Eau. Il y avait tout un rez-de-chaussée qui était plein de livres. Et c'est comme ça qu'à 12 ans, j'ai découvert Sacha Guitry. Je ne comprenais pas tout, avec des auteurs. Bon, voilà. Et, donc, quand je voyage, je prends toujours avec moi un livre. Oui. Donc, c'est une chance. Oui. C'est ça que je retiens. Bon. Sinon, la valise, tout est biodégradable. Oui, oui, tout à fait. En tout cas, Naoufel Brahimi El Mili, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, d'avoir fait votre diasporama aujourd'hui sur la plateforme du Soir d'Algérie. On peut revoir cette émission, bien entendu, sur la chaîne YouTube donc, du Soir d'Algérie et les pages réseaux sociaux. Diasporama, donc, à partir de Paris aujourd'hui, avec vous, docteur Naoufel Brahimi El Mili. À très bientôt. Merci bien. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir.